Bonjour à tous, on continue sur le forum Midcap nos idées fausses. Alors on en est déjà à l'idée fausse numéro 6 et on va parler cette fois-ci dans l'idée fausse numéro 6 du manque de liquidité des valeurs moyennes en disant que ce manque de liquidité est un handicap. On va voir avec nos deux invités ce qu'ils en pensent. À ma gauche, Régis Lefort qui est donc directeur général de Talence Gestion qui nous dira donc ce qu'il pense de cette idée fausse numéro 6 et à ma droite Jean-Laurent Morel qui est rédacteur en chef adjoint d'Investir. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je vais commencer avec vous, Régis, peut-être sur cette question de liquidité. On l'a vu là au cours des précédentes tables rondes, et puis on le verra encore demain. Cette question de liquidité, elle arrive souvent en premier lieu. Comment vous l'abordez, vous, cette question de liquidité des valeurs moyennes ? Bon, bonjour, je suis gérant d'un fonds spécialisé sur les valeurs moyennes qui s'appelle Talence Midcap. Donc je vais vous parler de mon point de vue en tant qu'investisseur de fonds, de gestion collective. Et je dirais que ce handicap, en fait, c'est une contrainte dans la vie d'un gérant small cap. C'est une contrainte qu'on vit tous les jours et je dirais qu'on a intégré dans notre style de gestion. Alors comment est-ce qu'on peut un peu contourner cette problématique de liquidité quand on gère un fonds small cap ? Déjà, c'est de se donner le temps pour acheter. On ne constitue pas une ligne sur une valeur sur laquelle il s'échange quelques centaines de titres par jour, comme sur l'air liquide. Également, il faut travailler avec des cours limités. On n'achète jamais au mieux, on vend jamais au mieux. Ça peut entraîner des décalages de cours. Ensuite, on diversifie. Un portefeuille à valeur moyenne est diversifié entre 50 et 80 lignes, ce qui permet également de diversifier le risque du portefeuille. Également, un gérant mid-cap est je dirais avant tout un stock picker. C'est-à-dire qu'on choisit les sociétés après les avoir analysées sur des convictions fortes. Et à partir du moment où on a choisi d'acheter un titre, eh bien, on prend le temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas pressé, on se constitue une ligne. En général, le titre qu'on a sélectionné recèle un fort potentiel de hausse. Et donc, il n'est pas nécessaire de pouvoir acheter tout de suite. Et voilà, on prend son temps. Donc on n'est pas quelque part dans les allers-retours, au jour le jour, en essayant de tirer parti de la volatilité qu'on voit en ce moment. C'est des choses sur des mid-caps, c'est pas possible. Ça peut se faire quand même, parce que quelquefois on accumule un titre pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Le marché du titre se réveille, par exemple, sur une bonne publication. Et là, c'est vrai qu'il faut savoir aussi profiter des hausses de marché, de la forte demande pour alimenter le marché et ressortir quelquefois assez rapidement avec une plus-value. Jean-Laurent Morel, justement, comment on aborde cette question de liquidité ? Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Comment on peut l'aborder ou en tout cas éviter un petit peu ces questions ? Alors moi, je n'ai pas tout à fait le même point de vue que M. Lefort, puisqu'on s'adresse plutôt aux actionnaires individuels et je pense que les marchés des valeurs moyennes en globalité sont assez liquides pour des investisseurs particuliers. Si je regarde les résultats de ces 12 dernières années, je m'aperçois que les valeurs moyennes ont progressé de 50% pendant que les grandes valeurs, elles, baissaient de 40%. Ça fait quand même 90% d'écart sur ces 12 dernières années. Donc je pense qu'il faut sélectionner les valeurs moyennes. Bien évidemment, il y a les valeurs moyennes avec un fixage. Alors celles-ci peuvent être étroites même pour des particuliers. Et là, il faut faire vraiment attention, passer effectivement des ordres limités. Et puis, on n'est pas à l'abri de se faire avoir parce que un professionnel ou quelqu'un qui manie bien Internet va pouvoir se positionner vraiment quelques secondes avant le fixage. Et donc, si vous avez rentré votre ordre 3, 4, 5, 10 minutes auparavant, vous n'êtes plus prioritaire et vous n'avez pas acquis vos titres. En revanche, pour les marchés des valeurs moyennes qui sont donc en continu, je pense qu'il n'y a pas de réel souci de liquidité. En outre, les valeurs moyennes ont comme avantage par rapport aux grandes valeurs, elles ne peuvent pas être vendues à découvert. Donc il y a maintenant un compartiment SRD, mais c'est SRD long only, c'est-à-dire qu'en fait on peut les acheter à découvert, mais on ne peut pas les vendre à découvert. Donc je pense que c'est un effet modérateur
Et donc là, le cours de bourse souffre moins que sur les grandes valeurs, où il peut y avoir donc des sorties d'investisseurs professionnels, étrangers, comme les anglo-saxons. On sait que les anglo-saxons, quand ils interviennent sur un marché, ils le font de manière un peu brutale, aussi bien à l'achat qu'à la vente. Donc on est prémuni de ce genre de choses sur les valeurs moyennes. Alors, Régis Lefort, est-ce qu'aujourd'hui, justement, ce marché des mid-cap a retrouvé un petit peu de sérénité? On voit qu'il superforme depuis le début de l'année, donc on devrait dire que tous les gens qui sont ici devraient avoir des valeurs moyennes en portefeuille pour être contents. Est-ce qu'aujourd'hui, il a retrouvé sa sérénité, c'est-à-dire peut-être un marché avec des gens qui connaissent plus ces valeurs? On parlait de grands mouvements de fonds. C'est vrai que ces mouvements ont perturbé quand même ce marché, et quand il y a eu la crise de liquidité, ça a eu un impact fort sur ces valeurs moyennes. Oui, c'est vrai. On a vu d'ailleurs en 2008, le marché des valeurs moyennes a beaucoup souffert du fait de cette moindre liquidité, puisque les gérants ont eu des rachats dans leurs fonds et donc ont été obligés de vendre. Donc c'est ce qu'on appelle des ventes forcées, qui appuient, donc qui accentuent les tendances de marché. En 2008 à la baisse, et en 2009 ça s'est corrigé, les valeurs moyennes ont rebondi beaucoup plus que les grandes valeurs, et en 2010 je dirais que on est rentré dans une phase de normalisation où les valeurs moyennes ont quand même progressé sensiblement plus que le CAC, puisque le CAC Small 90 progresse de 10%, quand le CAC 40 baisse de 2% aujourd'hui. Donc je dirais que c'est un petit peu la contrepartie aussi de ce manque de liquidité, c'est que théoriquement le potentiel de hausse sur les valeurs moyennes est plus important quand on investit, et que on le vérifie encore cette année. Je dirais les bons choix donnent des résultats. Alors maintenant, est-ce qu'on est serein sur les valeurs moyennes? Oui, je dirais que il n'y a pas de vendeur à découvert, il n'y a pas de spéculation sur les valeurs moyennes. Par contre, on n'a pas encore ressenti le retour des grands investisseurs, que ce soit sur les valeurs moyennes ou sur les grandes valeurs d'ailleurs. Alors vous dites qu'il n'y a pas de spéculation, il y a quand même des allers-retours qui sont assez spectaculaires pour ceux ici qui suivent les variations au jour le jour. Il y a des titres qui perdent parfois 15%, 20% parce qu'il y a eu telle nouvelle ou telle rumeur. Ça va vite. C'est vrai que la volatilité est importante, et les bonnes nouvelles sont saluées. Les déceptions, on l'a vu sur Ubisoft avant-hier, sont durement sanctionnées, parce que le titre a baissé de 20% en une séance. Donc c'est vrai que, en même temps, quand on gère de manière active son portefeuille, ça crée aussi des opportunités. De renforcement. Alors Jean-Laurent Morel, justement, sur la manière peut-être dont les particuliers peuvent aborder ce secteur, parce que là on a l'impression qu'il faudrait qu'ils en aient dans leur portefeuille des valeurs moyennes. Comment on se constitue justement ces portefeuilles pour les particuliers? Ce dont on s'est aperçu de façon empirique aussi, c'est que les valeurs moyennes étaient détenues plus longtemps que les grandes valeurs, et donc c'est ce que disait M. Lefort, ce sont des marchés moins spéculatifs. Alors ça n'est pas pour autant qu'ils ne réagissent pas effectivement à des événements, mais effectivement quand Ubisoft baisse d'une manière considérable, si on croit à la stratégie à moyen ou long terme de cette valeur, c'est justement une opportunité pour rentrer, parce que non seulement la valeur baisse, mais le marché s'élargit justement à cette occasion-là, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Quand il y a un événement qui fait réagir le cours, les volumes s'accroissent de manière considérable, et donc là il n'y a plus du tout de problème de liquidité. Alors, on parlait de diversification de portefeuille avec Régis Lefort. 80 lignes valeur moyenne, c'est valable pour un gérant. Pour un particulier, quand il en arrive là, on lui souhaite, et on le souhaite à tous, mais ça veut dire qu'on est dans quand même une catégorie effectivement qui peut se permettre cet investissement. Qu'est-ce qu'il faut avoir? 10, 15 valeurs moyennes? Est-ce qu'on a une idée un petit peu dans un portefeuille? En tout cas, il faut le diversifier avec ces valeurs moyennes. Moi, je pense qu'on peut diversifier. La partie action peut être représentée à hauteur de 50% par les valeurs moyennes, et une autre moitié pour les grandes valeurs. Je pense qu'effectivement, les grandes valeurs sont des grands groupes qui sont internationaux et qui donc profitent plus de la vague des pays émergents. Et encore qu'il y a des valeurs moyennes qui sont sur des créneaux très spécifiques et qui maîtrisent une technologie dans un domaine particulier, avec des situations de leadership aussi. Mais les valeurs moyennes font des plus beaux parcours, comme je le disais tout à l'heure. Donc je pense que c'est quand même intéressant pour dynamiser un portefeuille d'avoir des valeurs moyennes. Je vais poser la question directement au gérant. Valeurs moyennes, pour vous, ça va jusqu'où? Parce que c'est vrai qu'on parle parfois de petites sociétés qui font 10-12 millions d'euros de chiffre d'affaires, par exemple, pour prendre des exemples, et puis on va à 1 milliard, 2 milliards. Ça va où pour vous?
Bon, 10-12 millions, c'est une micro-cap. Ensuite, les small cap vont jusqu'à 400-500 millions. Et pour moi, la valeur moyenne va jusqu'à 1 milliard de capitalisation ou entre 1 et 2 milliards. Donc ça peut être des groupes qui ont déjà une stature, une envergure internationale. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce sont des sociétés qu'on retrouve dans les indices de valeur moyenne. Il ne faut pas oublier que des groupes comme SEB, Eramet sont dans l'indice MID 100. Donc, sont catalogués comme des valeurs moyennes. Alors que ce sont des groupes internationaux très, très importants. On a eu l'occasion de parler d'analyse financière sur ce Mid-Cap Forum. Est-ce que des valeurs qui ne seraient pas suivies par des analystes, où vous n'auriez pas de recherche, ça vous gênerait, ou ça peut être aussi des opportunités d'investissement? Parce qu'on a vu certaines valeurs non suivies qui performent très bien. Oui, tout à fait. Ça fait partie du travail de l'investisseur individuel ou du gérant. Effectivement, c'est de faire sa propre analyse des sociétés. Ça suppose que la société communique. Et ça, c'est un point important dont je voulais parler. C'est, je dirais, ce manque de liquidité est acceptable à condition que la société joue le jeu de la bourse et communique régulièrement sur ses résultats trimestriels, semestriels et annuels, bien sûr. C'est un facteur important. Et ça permet effectivement de s'intéresser à des sociétés parfois très petites, non suivies, peu suivies, suivies par 1 ou 2 brokers. Je pense à des sociétés comme Nexeia ou Microwave qui sont cotées sur Alternext, qui ne sont pas des sociétés connues, mais qui sont de jolies petites sociétés plutôt sous-évaluées, voire même sous-évaluées, et auxquelles on peut s'intéresser si on prend la peine de les connaître. D'étudier effectivement ces dossiers, c'est effectivement dans le fil rouge de ce Mid-Cap Forum. On en a parlé ce matin, on en reparle cet après-midi du suivi de ce que font les valeurs. Jean-Laurent Morel, justement, sur les particuliers, quand vous faites des dossiers, vous leur mettez toutes ces questions-là, justement, liquidité, information, vous regardez les valeurs aussi par ce prisme-là? Les valeurs moyennes, effectivement, je pense que s'il y a un endroit où la presse financière peut se distinguer, c'est sur les valeurs moyennes, parce que les grandes valeurs sont suivies par d'autres personnes que les journalistes. Et donc, on peut apporter notre pierre à l'édifice dans ce domaine. Bien évidemment, on rappelle toujours que ce sont des marchés qui sont plus étroits. Et donc, dans le conseil, on rajoute systématiquement de faire attention. Et sur des marchés vraiment très étroits, on peut mettre une mention de passer des ordres limités et de faire attention aussi bien au niveau du cours qu'au volume passé dans la journée, ça c'est sûr. Aujourd'hui, vous n'avez plus de lecteurs qui investiraient dans une valeur qu'ils ne connaissent pas, ou ça arrive encore? Est-ce que les valeurs sont bien couvertes, vous voulez dire? Non, c'est ce que les lecteurs, effectivement, savent dans quoi ils investissent quand ils achètent une valeur moyenne. Oui, je pense que effectivement les lecteurs maintenant sont rodés à ce genre de choses parce que effectivement les valeurs moyennes sont bien prises en charge. Quand moi j'ai commencé cette profession, les valeurs moyennes, il y avait des dizaines de valeurs moyennes qui n'étaient absolument pas suivies par personne et quand on en parlait dans un journal, il fallait prendre des précautions parce qu'effectivement ça pouvait faire décaler les cours assez rapidement après la publication d'un article. Maintenant, les valeurs moyennes sont quand même beaucoup mieux couvertes qu'auparavant. La preuve, c'est qu'il y a une gestion collective qui s'est développée autour de ces thèmes, ce qui n'était pas le cas auparavant. J'ajouterais peut-être justement que pour les particuliers qui n'ont pas la possibilité de suivre, de rechercher des valeurs moyennes, ce qui est assez compliqué, qui prend beaucoup de temps, un bon moyen, c'est de passer par justement un fonds spécialisé sur les valeurs moyennes. Et nous, c'est ce que nous faisons chez Talence. Nous avons créé ce véhicule qui est spécialisé, dont la vocation est de rechercher les pépites dans l'univers très vaste des valeurs moyennes, puisqu'on en compte quand même plus de 500 cotés sur Euronext. Et voilà, l'univers. Peut-être un mot de conclusion justement sur la valorisation, puisqu'aujourd'hui les marchés sont quand même hésitent. On a l'impression qu'on a à nouveau des doutes, mais bon, ça revient de manière régulière. Question de visibilité sur 2011. Est-ce que, en termes de valorisation, vous dites aujourd'hui, oui, il y a des valeurs moyennes sur lesquelles je pense qu'on peut investir aujourd'hui pour des plus-values à moyen terme? Oui, il y en a beaucoup. Alors, on reste toujours dans le domaine des valeurs peu liquides. Moi, je pense par exemple à Norbert d'Entresangles, qui est une société connue par sa marque, mais finalement très peu liquide. Il s'échange quelques centaines, voire au maximum 2-3 000 titres par jour, donc ce qui est très peu pour la taille de la société.
Bon, c'est une société qui se paye environ 10 fois ses résultats et dont les résultats sont en pleine croissance. La société communique bien et c'est typiquement le genre de société qui n'est pas très cher, qui est moins cher que le marché, puisque le marché des valeurs moyennes se paye en moyenne 13 fois les résultats. Norbert d'Entresang est à 10 fois, avec de la croissance. Donc c'est une idée, un exemple d'investissement intéressant. Bien, merci à tous les deux d'avoir fait le point donc, sur cette idée fausse numéro 6 et merci à vous de nous avoir suivis.